Ces néo-féministes-là s'arrogent scandaleusement le droit de parler au nom de toutes les femmes. Pour moi, la question fondamentale est d'en finir avec les meutes hurlantes dont notre époque s'est montrée si féconde. L'ampleur de la révolte féminine de femmes comme Louise Michel, comme Flora Tristan, se trouve canalisée, caricaturée dans les limites d'un corporatisme sexuel qui nivelle toutes les différences pour imposer la seule différence des sexes. C'est pourquoi j'ai parlé de néo-féminisme par opposition au féminisme, dont le souci majeur était justement d'en finir avec tous les ghettos des femmes entre elles. Ce que j'appelle le néo-féminisme trouve sa force dans le nombre et dans la similitude. Pour parler au nom de toutes les femmes, on cherche à effacer l'individualité de chaque femme, comme on a toujours cherché à effacer l'individualité de chaque femme, mais aussi de chaque homme, indifféremment, au nom de Dieu, de la famille, de la patrie, et même de la révolution. Les différentes solutions collectives de ce siècle, enfin du genre, ou fascisme, ou stalinisme, etc., nous ont au moins appris quelque chose, c'est qu'on n'est jamais assez délicat quand le nombre est brandi sous prétexte d'anéantir l'individu. Les féministes actuelles, sous prétexte de libération, incitent les femmes à se rassembler pour endosser l'uniforme de leur sexe. Ces néo-féministes-là s'arrogent scandaleusement le droit de parler au nom de toutes les femmes. Et qu'en parlant au nom de toutes, elles en viennent à exercer un pouvoir idéologique. Ce livre est un appel à la désertion en général et en particulier des rangs du militantisme féministe. Parce que dans militantisme, il y a le mot militaire, et que pour ma part, je serai toujours du côté des déserteurs contre les armées en marche. Vous admettez que c'est un pamphlet. Vous êtes dur avec les sous appelés néo-féministes. Vous les appelez staliniennes en jupon. Vraiment. Oui. Non, mais pour moi, la question fondamentale est d'en finir avec les meutes hurlantes dont notre époque s'est montrée si féconde. À instaurer ce climat de récrimination continuelle, de suspicion systématique de l'autre, parce que ça, tout ce que vous avez dit, il y a quand même une suspicion systématique de l'homme, n'est-ce pas? Bon. Et alors on en vient à refuser aux hommes et aux femmes le seul moyen qu'ils ont ici et maintenant de subvertir la misère des rapports humains, car on les dissuade insidieusement de se rencontrer, voire de s'aimer, et ça pour moi c'est criminel. On assiste à la mise en place d'une idéologie totalitaire en 3 temps. Alors au premier temps, n'est-ce pas, on désigne l'ennemi commun, c'est l'homme, qui est considéré comme la négativité absolue. Et c'est un véritable terrorisme de la féminitude, parce que je sais qu'il y a des femmes qui luttent réellement et qui sont scandalisées devant tant d'impostures et de sottises, mais qui ne le disent pas au nom de la cause des femmes. Alors ça, pour moi, ça c'est le terrorisme idéologique, ce genre de silence. Et vous allez jusqu'à dire que le néo-féminisme est une gigantesque entreprise de crétinisation. Oui, parce que par exemple, c'est justement là, tout à l'heure, vous avez assez habilement, je disais à la limite, éludé le passage qui concerne la censure dans le programme commun. Moi, je trouve ça assez grave, parce que quand on dit que les livres et l'histoire et la littérature vont être strictement, je ne sais plus la formule exacte, mais vous pouvez la contrôler, vont être strictement contrôlés. Et l'enseignement aussi, strictement défini. Oui, mais à en juger par ce que j'appelle les néo-féministes nous ont déjà donné comme échantillon dans les purges, c'est Sade, c'est Baudelaire, c'est Lautréamont, c'est Miller, c'est Bataille, et puis c'est aussi Freud, c'est Breton, c'est Novalis qui vont tomber sous les coups de la bêtise militante.